Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 31 août 2022. On se retrouve pour la clôture mensuelle aujourd'hui avec un BTC autour de 20 230 $ ce matin, 9h que j'enregistre l'émission. Petite poussée, petite remontée du côté de Ethereum qui est juste sous les 1600 $. On a plus 1% également du côté de ADA Cardano, plus 0,43 et 2,50 pour Polygon et Tron. On a 4% pour le Leo Token, 3,65 et 4,81 pour Atom Cosmos, 11,90 $, 18e place, et NIR Protocol qui le talonne juste derrière, 19e place à 4,30 $. Sur le 4 heures, donc on est en train de tricoter désormais entre 19 500 et la borne haute autour de 20 600 qu'on n'arrive pas à reprendre. Donc c'est un statu quo autour de l'ex-ATH de 2017-2018 dans lequel le BTC avait tout simplement logé son point haut à l'époque autour de 20 000 $. Pour le moment, on continue d'avoir ce sentiment extrêmement pessimiste pour la rentrée. Le consensus est d'accord pour dire que voilà, absolument tout est quasiment dégradé. Pour autant, est-ce que justement c'est une information que n'a pas le marché en ce moment? C'est la question que je me pose. Comme je l'ai souvent comparé, notamment lors du dernier live sur Twitch, vous avez la vidéo qui est disponible en replay. Tout simplement, je pense qu'on est face à une situation qui est un peu plus anticipable en tout cas que ce qu'on avait eu au moment du crack Covid à la mi-mars 2020, où là, on ne savait pas du tout dans quel sens ça allait partir, ni à court terme, ni à moyen terme, et l'impact global que ça aurait pu avoir. Donc c'est vrai que bon, on va pas se le cacher, la rentrée risque d'être assez compliquée d'un point de vue de la crise énergétique en Europe. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des réserves qui ont été faites, ce n'est pas pour autant que tout va s'arrêter du jour au lendemain, mais voilà, en ce moment, on a effectivement d'un côté ce sujet assez majeur pour l'Europe. De l'autre, j'ai la sensation petit à petit qu'au niveau de la régulation, notamment aux États-Unis, c'est en train petit à petit de faire son chemin et de se durcir. Et c'est ce qui fait que, à ce jour, le tout dans un marché extrêmement morose qu'on peut qualifier de bear market pour les cryptos, on est effectivement un peu dans la tourmente. Mais j'ai la sensation malgré tout que face à ce consensus qui regarde tous dans le même sens, c'est-à-dire que le négatif en ce moment, on pourrait là aussi, pourquoi pas, avoir un automne ou fin d'année 2022 qui serait pas si catastrophique, en tout cas je l'espère. Crypto Fear and Greed 23 dans la peur, plus très loin de l'extrême peur, les ordres de marché ce matin, 9h sur une certaine neutralité. Comme le mettait en avant ici ce matin Crypto Yoda, ça n'est pas grave de louper une opportunité, par contre perdre de l'argent juste à cause de l'impatience, ça c'est clair que c'est quelque chose qui est totalement prohibé quelque part. Et ça revient totalement au sujet psychologique qu'on aborde très régulièrement, du fait qu'il y a besoin de patience, il y a besoin de temps, de résilience sur les marchés pour petit à petit acquérir suffisamment d'expérience et derrière ne pas reproduire parfois les mêmes échecs. Les réussites, eh bien voilà, il faut en tirer également les bonnes conclusions pour essayer de les reproduire ensuite. Mais c'est vrai que souvent, c'est l'impatience. Et là, quand on est typiquement dans une phase comme ça de bear market qui dure et ça pourra encore durer bien longtemps, on a tendance à finir par s'épuiser. C'est un peu le fameux rouleau compresseur et la machine à laver que nous propose le marché. Un coup, ça monte un peu, ça redescend beaucoup plus, ça remonte un petit espoir, ça redescend, etc. L'escalier, malheureusement. Et au bout d'un moment, on finit par avoir cette zone d'aplat, de désintérêt absolu du grand public comme en apparence de la smart money, mais c'est à ce moment-là où eux, en général, accumulent. Et c'est ce qui déclenche d'un point de vue chartiste et technique, ce coup-ci, une large base en général où justement on se remet à plat avant de commencer à avoir un petit sursaut de quelque chose. Et ensuite, c'est là où voilà, l'intérêt finit par revenir. C'était CNBC qui titrait que Coinbase, FTX et Binance pourraient être dans l'œil du cyclone au niveau du Congrès américain qui tout simplement traque pour 1 milliard de dollars de fraude et de montants qui auraient été placés là de manière tout à fait frauduleuse ou illégale. Il les accuse notamment, pourquoi pas, d'une certaine forme de blanchiment ou d'aide, on va dire, à permettre à des liquidités, voilà, de passer d'un côté à l'autre. Donc globalement, quand on regarde ce qui se passe du côté du BTC, je ne vais pas vous refaire le cours à ce niveau-là, mais même la CIA, dans un rapport
rapport qu'ils avaient fait il y a un an et demi, avait dit que c'était 0 point quelque chose au niveau des activités illégales qu'ils ont pu tracer au niveau de Bitcoin. Malgré tout, quand on est un échangeur qui s'appelle Coinbase, FTX ou Binance, qu'on fait des milliers de milliards de volumes à l'année, si c'est pas mensuel ou quoi, parce que vraiment les volumes sur les principales crypto-monnaies c'est un gros délire. J'ai jamais le chiffre exact en tête à annualiser, mais c'est quelque chose de exorbitant, c'est énormissime. C'est des dizaines de milliers de milliards qui sont exécutés en ordre à l'année, à l'achat, à la vente, en futur, bref. Si on prend tout ça en considération. Donc quand on vient me dire que au milieu de cet océan de fonds géants et de transferts, il y a potentiellement 1 milliard frauduleux ou qui viennent du blanchiment ou que sais-je, d'activités illégales, on rentre tout à fait dans les clous du 0 point quelque chose %. Donc rien de choquant là-dedans, mais les États-Unis, voilà, petit à petit, sont en train de resserrer la vis. On avait Game of Trade qui mettait en avant, et c'était un poste de plan C à la base, toutes les confluences, donc 4 tiers, simple moving average, 2 années, le confluence bottom model, le balanced price, network, CVDD et globalement tout converge vers autour de 14 500 à 17 000 $, ce qui en fait un support dynamique extrêmement important autour de cette zone. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut prendre ça pour argent comptant, mais le fait qu'il y ait bon nombre d'indicateurs qui prennent des métriques un peu différentes, qui arrivent à, on va dire, un résultat à plus ou moins de 2 000 $ qui soit entre 14 500 et 17 000, je trouve ça quand même plutôt pas mal pour se faire une idée si toutefois on avait une dernière et grosse attaque baissière. Laetitia qui mettait en avant que la Fed qui double le QT, qui est l'inverse finalement du QE, le quantitative easing qu'on a eu il y a 2 ans au moment où on a eu toute cette monnaie qui est arrivée sur les marchés. Maintenant c'est l'inverse, c'est le croupier qui vous dit ok, t'en as bien profité, maintenant tu nous rends tous les jetons. J'essaie évidemment de vulgariser au maximum du maximum en disant ça, c'est peut-être pas le plus précis, mais globalement je pense que c'est ce qui parlera à tout le monde. Donc c'est la fameuse phrase quelque part qu'a eu notre bon président Macron récemment en disant que l'abondance était terminée, et c'est un peu ce qu'a retranscrit finalement aussi Jérôme Powell lors de sa dernière allocution, et ce qui a déplu un peu au marché, contrairement à avant où il était super accommodant dans le sens où il pesait l'intégralité de ses mots lors de chaque déclaration. Là à Jackson Hole, il s'est un peu plus lâché qu'à l'accoutumée, notre bon vieux Jérôme Powell, ce qui a eu tendance à conduire le mouvement un peu, on va dire, récent au niveau du marché US, et qui par corollaire est venu buter au niveau du marché crypto, ce qui pour le coup n'a pas été non plus si dramatique que ce que certains le laissaient espérer. Vitalik qui mettait en avant, au-delà de la photo qui a circulé de lui très largement sur les réseaux ces derniers jours, j'ai trouvé ça en première intention assez marrant, mais après c'est complètement débile pour le coup, puisque voilà, globalement il y a des personnes qui font des montages, qui font des mèmes, et quand bien même ça ne serait pas un montage, on sait que Vitalik il est toujours un peu spécial, donc je vois pas pourquoi il y a encore des personnes qui H24 arrêtent pas d'essayer de le tracher sur son physique ou sur des trucs qui ont strictement rien à voir avec ce qui nous intéresse. Et pour ce qui nous intéresse, eh bien c'est le merge par rapport à Ethereum. Entre le 10 et 20 septembre, ça va arriver, ça y est, c'est lancé. Le hard fork de la Bitcoin Chain, c'est dans seulement 7 jours, le 6 septembre 2022. Et ensuite, on va avoir les deux étapes donc consécutives, Bellatrix dans un premier temps et Paris qui déclenche le merge final qui devrait arriver là autour du 15 septembre. Sachant que 48 heures avant, si je dis pas de bêtises, on a la bombe de difficulté autour du 13-14 septembre, ce qui là entérinera définitivement et scellera le sort des mineurs à jamais, qui fera que normalement Ethereum passera totalement en proof of stake, mais on a tout un consensus à côté qui a envie quand même de faire vivoter dans un premier temps le proof of work, et ça devrait être supporté très largement par l'intégralité des échangeurs si toutefois ça venait à arriver. Unfolded qui met en avant que le cofondateur de Reddit lance une firme pour tout simplement mettre des venture capitaux, des capitaux à risque dans la crypto-monnaie à hauteur de quasi 178 millions de dollars. Donc voilà, c'est des fonds qui se créent régulièrement.
Des fois c'est 50 millions, 100 millions, on a déjà vu plusieurs milliards et globalement ça continue d'arriver régulièrement, ce qui démontre aussi qu'on continue d'avoir un certain appétit, même pour les, on va dire les capitaux à risque, au vu de l'écosystème crypto qui continue de se développer très proprement. On avait Marc qui nous mettait en avant qu'il a monté un nœud récemment, donc c'est quelque chose aussi dont je vous faisais part ces derniers jours et je vais voir pour le faire moi-même parce que je trouve ça vraiment intéressant pour le coup d'avoir son propre nœud. Et du coup lui il le fait du côté de DAppNode. Donc en gros sur le site de DAppNode vous pouvez acheter l'équivalent d'un NUC, NUC, c'est un petit ordinateur tout carré qui ressemble à un Mac mini et qui globalement va vous servir que à ça, à faire tourner directement un programme. Je crois que ça se fait très simplement et en quelques clics une fois que vous avez la machine. Il y a peut-être 2-3 lignes de code à rentrer, mais bref, il y a des tutos qui sont très bien faits et ensuite ça y est, c'est parti. Globalement aussi, faites attention, à partir du moment où vous allez avoir votre nœud comme ça, il vous faut gérer le uptime, c'est-à-dire d'être toujours en ligne, du coup l'électricité, à voir si en Europe on n'a pas quelques problèmes au niveau de cet hiver. Donc globalement, derrière, il vous faut une redondance d'un point de vue électrique et aussi le côté internet. Sinon, à partir du moment où vous êtes déconnecté un peu trop longtemps du réseau, vous pouvez avoir des pénalités, voire du slashing qui vous enlèvera un nombre assez conséquent de récompenses au niveau de vos Ethers qui vous seront rétribués du fait que vous devenez validateur du réseau. Donovan Ray qui met en avant donc la mise à jour et je crois qu'on l'avait vu ces derniers jours au niveau du Bitcoin. Donc là aussi on va avoir une indication ce soir au niveau du mensuel. Je pense que ça sera plutôt intéressant. Sur Twitter, le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a indiqué qu'il ne prévoyait pas de mettre la main sur la plateforme d'échange de crypto-monnaie Huobi. Petit rappel également, c'était Rayad Kari qui mettait ça en avant, qu'on a toujours un zéro fees du côté de Binance en ce moment sur la paire ETH-BUSD. C'est ce qui permet aussi d'avoir pas mal de volume comme on l'avait eu ces dernières semaines du côté de BTC quand ils avaient fait la même opération. On a Lido qui nous propose le petit retour donc de la semaine passée avec toujours des pools qui sont en progression et notamment ETH, STETH. On en a parlé là aussi très régulièrement, je ne vais pas revenir là-dessus. Une info intéressante avec Grégory Raymond, les NFT sur Facebook et Instagram, ça commence dès cette semaine. Alors pour l'instant, apparemment, c'était dispo que pour des utilisateurs aux US, mais je suppose que ça va être propulsé pour l'intégralité des autres utilisateurs rapidement. Ils vont progressivement pouvoir connecter leur wallet directement et partager les NFT qu'ils possèdent. Donc un pas de plus en avant pour la démocratisation, puisque quand même Facebook plus Instagram, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs sur la planète, peut-être 2 milliards et demi. Donc là en termes d'adoption mainstream, je pense qu'on peut pas faire plus vaste. Un truc intéressant que disait Comcharks ici, c'est que globalement, même si les prix venaient à 10 000 $ vis-à-vis de ceux qui les attendront autour de ce prix-là, et je crois que je l'avais déjà traité dans la dernière émission, mais ça me semble suffisamment pertinent pour en reparler. Une fois qu'on serait à 10 000 $, si un jour ça vient à arriver sur BTC, et autant vous dire qu'à ce jour, je suis extrêmement dubitatif sur le fait que ça puisse arriver sans un élément macro majeur. Et là, pour le coup, qu'il soit spécifique au marché crypto, en gros, un gros échangeur qui périclite, ou alors USDT qui saute, enfin voilà, un truc vraiment majeur qui reconduirait Bitcoin à 10 000 $. Et quand bien même ça venait à arriver, eh bien, tout le monde aurait si peur que personne n'achèterait à 10 000 et de nouveau, tout le monde appellerait à 3 000, 4 000, 5 000 $. Et c'est exactement la physionomie dans laquelle on se trouve actuellement. À chaque fois qu'on vacille un peu en dessous, au-dessus de 20 000 $, on reparle tous les premiers des prochains supports qui sont à 12 000, 13 000, 14 000, 15 000. Vous voyez que ça fait déjà un delta qui est conséquent. Donc c'est quelque chose à prendre en considération pour ceux qui font leur DCA au long terme. Le bottom, on ne sait absolument pas quand est-ce qu'il va advenir. Et à partir du moment où on a cet inconnu et que aussi on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc c'est la plus grande inconnue des marchés et heureusement j'ai envie de dire, sinon il n'y aurait pas de marché et tout le monde serait super riche. Globalement, voilà, à partir du moment où vous vous dites ok, si je pense pragmatiquement parlant que Bitcoin va aller entre 15 000 et 20 000 $ pour son point bas, c'est une projection qu'on se fait, peut-être qu'on aura raison, peut-être qu'on aura tort.
Comment je réagis au niveau de mon investissement et surtout je ne me laisse pas happer par ce biais psychologique qui est un biais extrêmement puissant je pense, de cette peur de à la fois louper la bonne opportunité quand on est sur des zones de prix, mais d'être complètement bloqué, d'être terrorisé au moment où tout simplement ça finit par arriver, d'avoir de tels prix. Donc globalement, je pense pas voir un jour un Bitcoin à 10 000 là, sur ce bear market, puisque ça nous proposerait des prix qui, au vu des prix sur lesquels on a travaillé suite à justement toute cette descente, seraient des prix quand même où sur BTC on divise de nouveau par 2, ce qui voudrait dire à minima moins 50, moins 60, moins 70 de plus sur les alts. Ça serait assez dramatique, c'est clair pour l'intégralité du marché crypto. Donc quand je viens de vous donner les informations comme à l'instant, qu'on a des fonds qui continuent d'investir, qu'on a Facebook qui propose de mettre ses NFT sur Meta et sur Instagram, globalement, voilà, au bout d'un moment, il faut quand même aussi rester un minimum aligné avec ce qu'on a sous les yeux. C'est bien d'essayer de voir le négatif et de se projeter sur les scénarios négatifs au cas où ils arrivent, mais il ne faut pas pour autant négliger le fait qu'actuellement, on est quand même sur une certaine neutralité après avoir eu une grosse baisse et qu'on est dans l'attente du prochain mouvement directionnel impulsif, qu'il soit à la hausse ou qu'il soit à la baisse. Et là aussi, ça peut mettre encore pas mal de temps à mûrir. En tout cas, pour le crypto total, incluant Bitcoin et Altcoin, on est à 964 milliards ce matin. La fameuse compression dont je vous ai parlé depuis très longtemps entre moyenne mobile 20 en haut et moyenne mobile 200 en bas. Là aussi, ça sera tout simplement lorsqu'on va s'affranchir d'une de celles-ci, en haut ou en bas, qu'on aura un véritable directionnel et ça devrait arriver, je pense, j'en suis fermement convaincu, là maintenant autour de l'automne, septembre-octobre, il y a trop d'échéances pour que ça ne bouge pas. Je vous mets en avant également le Bitcoin Returns historique au niveau des mois et globalement, on voit que le début d'année en général, et c'est historique sur plus d'une dizaine d'années, donc ça reste de la statistique. Je sais que de suite des personnes vont me dire oui mais la dernière année ça s'est pas du tout passé comme ça. Eh bien ce sont des statistiques, ça ne va pas arriver sur une itération de 100%, c'est le but. Globalement le printemps est plutôt heureux en général pour les marchés. L'automne, c'est-à-dire après septembre, l'est tout autant, avec un retour pour le Bitcoin en tout cas qui a été extraordinaire sur octobre-novembre. Par contre, septembre, historiquement, toujours parlant, est le pire mois pour BTC. Alors si on fait un bon mois de septembre, ça voudra dire une fois de plus qu'on est en train de tout remodeler et de tout remodifier. Mais en tout cas, voilà. Pour ceux qui aiment bien les statistiques et qui aiment bien les tableaux comme ça, je trouvais ça suffisamment pertinent et parlant pour vous en parler. J'ai un deuxième petit chart qui vient de notre ami Vincent Gann qui nous proposait donc le ratio Bitcoin contre le SP500 et on est désormais sur un support assez majeur ici, un peu comme si on était revenu sur les 14 000 $ sur Bitcoin, puisque quand on regarde le graphique comme ça, on voit qu'on s'est enfoncé très largement sous la TH de 2017-2018. Donc on a ce ratio qui là aussi est en train d'arriver sur un point plutôt pertinent. Le tout avec un RSI qui était en survente et qui est en train de nous offrir une très jolie divergence très bien marquée ici. Donc là aussi, voilà, ça reste un indicateur comme un autre, mais qui globalement appuie aussi la thèse que malgré le consensus extrêmement négatif de la rentrée, les marchés pourraient très bien prendre le contre-pied. Le crypto total 2 des alts, c'est exactement la même musique, à ceci près que c'est plus développé, c'est plus positif que celui incluant le Bitcoin, ce qui fait encore et toujours à ce jour que les alts continuent d'occuper de l'espace et qu'ils ont l'air de vouloir continuer de le faire au long terme. BTC 20 227 ce matin, lui par contre est toujours dégradé sous la moyenne mobile 200 qui se trouve autour de 23 000 légèrement au-dessus. La moyenne mobile 20 qui est autour de 25 600 qui est en train de redescendre. Là aussi on risque d'avoir un croisement assez majeur par la suite autour de 24 000 avec un RSI qui est en train de se laisser assez mourir ici en bas. C'est pareil au niveau du MACD, on a quasiment plus de momentum. Le tout avec un VIX du côté du marché américain qui avait tendance à reprendre un peu de ferveur. Donc comme je vous le disais, on a eu un été où finalement malgré le rallye, il ne s'est pas passé non plus des choses extraordinaires. C'est à la rentrée, je suppose, qu'on va voir véritablement ce qu'avaient en tête finalement pendant ces dernières semaines, ces derniers mois, les market makers et là où éventuellement ils veulent aller. SP500 qui s'est aussi pas mal dégradé depuis 3 semaines et qui est repassé sous le support des 4200 points, il est
essaie de tenir autour de 4000. On a l'ES1 qui justement est en positif au niveau des futurs de 0,58, mais on voit que pour l'instant c'est pas voilà extraordinaire. Malgré tout, on est dans un creux ici de volume profile pour le SP500. Va-t-il réussir à nous offrir justement un double creux par la suite? En tout cas, pour l'instant, voilà, on est en train de travailler autour de la moyenne mobile 20 pour le SP500 du marché américain. Ethereum qui ressemble à s'y méprendre au crypto total 2 des alts, donc après être venu chercher un point bas à 880 $ comme vous le savez, point haut autour de 2000 $, on avait fait un rallye de quasi 140% pour Ether. On est désormais en train d'essayer de freiner pour faire un nouveau point haut plus haut que le précédent, un double creux ascendant. Pourquoi pas une tas séance? Et ici, on s'est arrêté donc les 2 semaines consécutivement autour de 1420 $ en essayant de défendre tout simplement l'ex-ATH de 2017-2018 pour Ether. La transition est en route. Dans une quinzaine de jours, ça sera acté à tout jamais que Ethereum sera en proof of stake. Et derrière, on va bien voir ce qu'il va en ressortir. Le dollar qui commence à perdre très largement en force. On voit que le momentum au niveau du MACD est en train de fléchir. On n'arrive pas à faire un nouveau point haut ici sur le DXY qui va finir par tôt ou tard par nous faire son top et avoir là aussi du cash qui pourrait re-rentrer dans les marchés, on va dire traditionnels comme dans un premier temps les actions et par corollaire le marché à risque qui représente le marché crypto. Et globalement, là aussi, ben voilà, on a une moyenne mobile 20 qui se trouve autour de 105 points, un support autour de 103 points et toujours une triple quasi-divergence puisqu'on n'est pas revenu chercher un nouveau point haut pour le moment du côté du dollar. Donc là aussi, ça nous donne un peu un son de cloche qui est assez contraire par rapport à ce que veulent bien nous raconter les, on va dire, commentateurs sur les réseaux sociaux et tout ça, qui disent que voilà, on va se finir certainement à 120 points, que c'est quasi sûr que le dollar va continuer de monter, etc. Quand je regarde techniquement parlant, en tout cas ce que j'ai sous les yeux, en faisant abstraction de tout commentaire, ça manque petit à petit un peu d'énergie quand même au niveau du dollar et c'est tout à fait normal puisque quand on dézoome, on a eu une accélération qui a été extrêmement verticale à la limite du parabolique ici sur la fin. La Bitcoin dominance 40%, attention, on est sur support entre 39 et 40, de ne pas nous laisser surprendre sur les altcoins et c'est pour ça que quand bien même j'ai déjà mon top 10 altcoins pour fin 2022-2023 en tête, je vais attendre au moins la rentrée, de voir comment ça se goupille pour pouvoir vous proposer quelque chose en temps et en heure où ça sera intéressant pour tout le monde de se dire ok, là tel ou tel dossier, on peut se positionner plutôt sereinement, pourquoi pas dessus. Après, ça reste comme d'habitude une interprétation qui est somme toute personnelle et globalement, pour ceux qui suivent les émissions au quotidien, vous n'aurez quasiment aucune surprise. Ça reste des bons gros dossiers de pères de famille, c'est pas la fameuse pépite du top 5000 qui va faire je sais pas quoi, je sais pas quand. Je suis toujours là pour essayer de construire un portefeuille au long terme qui aura peut-être un peu moins de rendement que celui qui prend justement des risques sur les crypto-pépites inconnues du top 5000, mais qui vous permettra de garder quand même une certaine sérénité au long cours. Il y a toujours quelques alts qui sortent un peu du lot, il y a quelques alts qui sont intéressants, mais comme d'habitude, je pense que c'est légèrement trop tôt pour revenir sur les alts. Il faut continuer de surveiller les paires contre Bitcoin et surtout contre Ethereum, qui lui-même a été pas mal fort contre Bitcoin en ce moment. Donc si vous avez un alt qui surperforme Ethereum, globalement, c'est que vous surperformez aussi Bitcoin en ce moment. Il y en a un contre le dollar USDT ici qui me plaît plutôt pas mal, c'est Curve tout simplement au contact de la moyenne mobile 20. On a une très grosse contraction ici autour de 1,15$, 1,20$. Je pense que si on vient à s'affranchir ici du $50, on pourrait avoir une belle accélération et c'est un token qui est encouragé très largement à être bloqué, à être hold du côté du protocole de Curve pour tout simplement avoir des récompenses des personnes justement qui viennent utiliser le protocole. Donc comme d'habitude, je ne suis pas en train de dire que cet alt est meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit, mais pour ceux qui veulent se renseigner, prenez le temps, en ce moment, comme on a encore un peu de temps, je pense, avant que tout parte dans tous les sens, autour de l'automne justement, à aller voir ce que représente AAV, aller voir ce que représente Curve. Il y a Convex également qui est très intéressant pour la DeFi, et comme ça, petit à petit, vous arrivez à vous faire un avis sur ce qui me semble apparaître comme parmi les principaux leaders de la DeFi de ce marché.
On se quitte donc avec le BLX 19 800 $. Hier, on était pile poil sur le support. On est toujours dégradé sur Bitcoin malgré tout puisqu'on est sous la moyenne mobile 200. Pour autant, quand on regarde les cryptos totaux où c'est beaucoup plus propre ce coup-ci, voilà, quelle direction vont choisir les market makers à la rentrée? On a vu qu'on a le BTC face au SPX qui est tout simplement sur un support et un ratio qui est tout à fait intéressant. C'est le scénario de neutralité, voire de 20-25 000 que j'ai en tête pour la rentrée en espérant effectivement qu'on ne vienne pas à beaucoup plus se dégrader et retourner donc sous les 17 800 que constitue à ce jour l'ancien point bas pour aller visiter effectivement si ça venait à dégringoler dans un premier temps comme on l'a vu 15 000 et après les véritables targets sont plutôt entre 11 500 et 13 500, ce qui donne un peu une physionomie on va dire une fin d'année assez dramatique pour le marché crypto. Donc je ne pense pas que ça arrive au terme tout simplement de ce qu'on a déjà vécu et perdu sur une année déjà révolue pour le marché crypto, mais c'est clair que si jamais voilà, on a des choses qui continuent de s'accumuler ou qui devenaient extrêmement pesantes ou négatives pour le marché crypto en particulier, en marge en plus de la géopolitique, de la régulation et de tout ce qui nous tombe sur le coin du pif justement depuis un an, voilà, on ne maîtrise pas encore l'avenir et heureusement j'ai envie de dire, mais globalement je pense, comme on l'a dit régulièrement lors des dernières émissions, que le gros a été fait de la baisse et que le gros de la tempête est derrière nous. C'est pas pour autant que ça ne va pas être extrêmement piégeux justement aux abords de cette rentrée 2022. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, vous retrouverez Marc pour l'émission Revue DeFi. Et pour ma part, je vous retrouve comme d'habitude d'ici le week-end, probablement samedi ou dimanche. Très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.